Jean-Baptiste Fressos, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur au CNRS, à l'École des hautes études en sciences sociales, et on vous connaît pour une série d'ouvrages, notamment l'avènement anthropocène avec Christophe Bonneuil, les révoltes du ciel avec Fabien Locher, et également, et on va y revenir, l'Apocalypse joyeuse, une histoire du risque technologique qui fait l'objet d'une parution en édition poche. Et donc c'est l'occasion aussi de revoir un texte, de revoir un certain nombre de thèmes. Alors il s'agit d'histoire des techniques, d'histoire des sciences, d'histoire environnementale, mais c'est la manière dont vous tracez ces domaines qui fait l'originalité de vos travaux, parce qu'évidemment, vous essayez d'y appliquer une certaine profondeur historique, disons 2 ou 3 siècles, à partir du XVIIIe siècle, en vue de déconstruire un certain nombre d'idées reçues, et en particulier celle de la prise de conscience du risque écologique, qu'on dit récente et qui en fait est très ancienne, mais ça traverse également d'autres concepts de type, par exemple, la transition énergétique, le développement durable, ce genre de choses. Donc, face à cette espèce d'éveil gratifiant, comme vous le qualifiez, il s'agit de faire pour vous une contre-histoire, ou pour refaire l'histoire, et ce sont évidemment des choses auxquelles nous sommes très sensibles entre-temps. Je voudrais commencer cet entretien par justement la réhabilitation que vous faites de la réflexivité moderne à l'égard de tout un tas de domaines comme le climat, comme la santé, comme la pollution, qui en réalité sont des sujets qui préoccupent fortement nos aïeux. Exactement. C'est-à-dire, en gros, le premier livre, l'Apocalypse joyeuse, j'ai commencé les recherches en 2001-2002, donc ça remonte quand même maintenant à presque 20 ans. Et quand je commence ces recherches, en fait, il y avait vraiment un discours très gratifiant sur cette prise de conscience de l'environnement. On débattait du principe de précaution comme une sorte de martingale face aux risques technologiques, l'idée qu'on serait en train de vivre une transition écologique, etc. C'était un discours très optimiste au fond. Et première remarque, ça ne correspondait pas du tout à la trajectoire globale de consommation matérielle et de pollution qui faisait que s'aggraver. Donc déjà, il y avait ce décalage qui était quand même assez problématique. Depuis qu'on était devenu réflexif, pour reprendre l'expression d'un sociologue allemand très célèbre qui s'appelle Ulrich Beck, on n'avait jamais autant pollué, donc c'était déjà assez problématique. Et puis surtout, c'était historiquement faux, c'est-à-dire dès qu'on se penche un petit peu sur les archives de cette époque, en ce qui concerne les pollutions, en ce qui concerne le risque technologique et industriel, en ce qui concerne le climat, on voit qu'il y a pléthore de réflexions, de travaux sur ces questions qui sont en fait très anciennes. Je vais vous prendre un exemple, la notion d'environnement, qui est intéressante parce que c'est vrai qu'elle s'institutionnalise dans les années 70, avec la création aux États-Unis de l'Environmental Protection Agency, des ministères de l'environnement dans la plupart des pays de l'OCDE. Cette notion d'environnement, on peut en faire une histoire très courte, effectivement, elle s'institutionnalise très tard, mais en fait, si on se plonge un petit peu dans l'histoire, on voit qu'il y avait des manières de penser des choses qu'on considère comme environnementales depuis bien longtemps. Et la notion d'environnement, il fallait la chercher en fait dans les traités médicaux. Au XVIIIe siècle, l'environnement, c'est une notion médicale. C'est ce qui façonne très profondément les santé, c'est ce qui détermine la longévité de la vie, c'est ce qui détermine même la forme des corps, parce qu'on est dans un cadre de pensée où vraiment l'environnement façonne très très profondément tout vivant, et les humains y compris. Et donc c'est sûr que la révolution, enfin ce qu'on appelle la révolution industrielle, mais des grands dispositifs très polluants, genre industrie chimique, ça ne pouvait pas se faire dans une sorte de calme olympien. Ça a suscité énormément de critiques fondées sur ces notions, sur cette notion médicale d'environnement. Et ça se voit bien dans les plaintes. J'avais commencé en fait beaucoup par des archives judiciaires. Les procès autour des usines dans les années à partir de 1815, même un petit peu avant, il y a énormément de textes qui montrent que toutes les classes sociales peuvent mobiliser ce genre de concept pour critiquer une usine, en disant si vous autorisez cette usine, alors ça peut créer des épidémies, créer la dégénérescence de la population dans telle ou telle région. Donc c'était vraiment insister sur le fait qu'il faut repenser avec les catégories de l'époque pour bien voir qu'il y
n'y a pas de prise de conscience récente. C'est une histoire qui est beaucoup plus compliquée, plus pessimiste aussi, parce que ça veut dire qu'on a réussi à s'industrialiser et à polluer malgré ce genre de critiques et malgré ce genre de savoir. Vous avancez même l'idée qu'il y a un certain nombre de petites désinhibitions. Vous parlez de dispositifs de désinhibition qui constituent ce geste vers une modernité où on a assumé, où on a dépassé la question du risque. Il y avait des travaux assez philosophiques sur la question environnementale qui avaient tendance à raconter une sorte de grande séparation entre nature et société qui aurait eu lieu au cours de l'histoire, mais qui déjà au XVIIe siècle, avec la philosophie mécaniste, aurait été relativement achevée. Et en fait, c'est beaucoup plus une histoire assez de petits dispositifs. Ce n'est pas la grande fresque intellectuelle du naturalisme qui permet de comprendre la possibilité de cette désinhibition moderne. Effectivement, c'est plein de petits dispositifs. Alors, pour ce qui concerne l'environnement, ça va être par exemple d'autres savoirs sur la longévité, sur la vie, sur la biopolitique, et des savoirs qui vont mettre l'accent plutôt sur la richesse. C'est ce qu'on appellera ensuite l'hygiénisme, en fait, à partir des années 1820, en particulier avec un médecin très important qui s'appelle Louis-René Villermé. Qu'est-ce qu'il fait, Louis-René Villermé? Il va calculer la longévité dans les différents quartiers de Paris, et il va montrer que c'est parfaitement corrélé avec la richesse. Plus vous payez d'impôts, plus vous vivez longtemps. Ce n'est pas un argument pour dire qu'il faut payer plus d'impôts, mais c'est un argument pour dire, en gros, plus il y aura un peuple prospère, plus il sera en bonne santé. Et les usines, etc., ça sent mauvais, c'est incommode, c'est l'expression administrative qui s'impose à ce moment-là, mais c'est pas ça, c'est pas insalubre, quoi. C'est pas ça qui va réduire l'espérance de vie. Donc c'est un argument très puissant pour l'administration française qui est confrontée à énormément de plaintes et de contestations quand elle autorise des usines en masse à partir de ce moment-là. On voit bien, on est dans un contexte urbain, puisque les ateliers, les usines, etc. sont vraiment au sein des agglomérations. Et vous insistez sur le fait que le fameux décret de 1810, au fond, a une vertu contre-productive, puisque ça a permis d'installer durablement d'autoriser un certain nombre d'industries à prospérer au détriment de ce que vous appelez le voisinage, enfin la vie collective. En fait, ce décret de 1810, il avait pour fonction de rendre l'environnement compensable financièrement. Parce que dans ce décret de 1810, la chose absolument fondamentale, c'est de dire les plaintes vont être renvoyées, non pas à l'administration, mais à la justice civile. Et une cour civile, évidemment, ne peut pas casser un acte administratif. Donc la seule chose que le juge peut faire, c'est de demander des indemnités à l'industriel. Donc l'industriel doit verser des indemnités régulièrement à ses voisins. Et d'ailleurs, souvent, il n'y a même pas besoin du juge, ça se fait de manière informelle. On le voit, il y a de l'argent qui passe de l'industriel vers le voisinage. Et ça, je trouve que c'est très intéressant et important parce que ça montre bien que quand dans les années 1970, les économistes, en particulier à l'OCDE, qui a joué un rôle important dans cette affaire, disent voilà, on a trouvé la solution. Il faut mettre en place le principe de pollueur-payeur. Ça va permettre d'optimiser l'impératif économique et la défense de l'environnement. On va trouver le bon équilibre entre production et environnement. En fait, il ne faisait que formaliser mathématiquement une pratique très très ancienne, une pratique qui remonte au moins au début du XIXe siècle. Et évidemment que dans le droit civil français, quand il y a un dommage, il faut qu'il y ait une réparation. Donc c'est sûr que ce principe-là existait depuis longtemps. Et ce n'est pas du tout ça qui manifestement avait permis de limiter la pollution. Puisque dans les années 70, on convient tous qu'il y a une crise environnementale liée à la pollution industrielle. Donc ce n'est pas ça qui a limité la pollution. Quel effet ça a eu? Ça a eu un effet d'apartheid environnemental ou d'inégalité environnementale, en cas de production d'inégalité environnementale. Pourquoi? Parce que les industriels ne sont pas bêtes, ils voient très bien que ça leur coûte beaucoup plus cher de polluer près des villes, là où il y a des bourgeoisies urbaines. J'ai beaucoup travaillé sur Marseille. L'arrière-pays marseillais, c'était des riches bourgeois ou de la noblesse, l'ancienne noblesse de robe qui avait des propriétés. Donc forcément, ils étaient très bien capables de faire payer cher la pollution. Donc les industriels, ils vont se relocaliser dans des petites bourgades grâce au chemin de fer. Le chemin de fer, c'est merveilleux, ça permet une délocalisation interne à la France, et ils vont polluer là où ça coûte pas cher, là où il n'y a pas forcément des élites politiques ou économiques pour râler, quoi. Donc c'est vraiment cette dynamique-là que ce principe de pollueur-payeur enclenche, et c'est ce qui a continué avec la globalisation économique des années 80-90, où
les industries les plus polluantes ont quitté les pays riches, quoi. Donc c'est un peu ça, je dirais, le processus général. Et c'est là où c'est intéressant d'avoir un regard historique sur les régulations, parce que ça évite de se faire avoir, en fait. Ça permet de comprendre que des choses qui sont proposées comme neuves ont eu l'effet à peu près inverse de ce qui est annoncé. Et cette histoire de lieu, ça me fait penser, puisqu'on parlait de la santé, d'un processus relativement similaire pour les tueries, les petits abattoirs qui se trouvent dans les villes. En réalité, c'est le risque que cause l'encombrement des bêtes dans les voies, c'est le risque surtout d'incendie avec le suif qui est récupéré, etc. C'est aussi la cruentation des lieux, donc la question de l'hygiène. Et ce n'est pas du tout, comme on pourrait le penser, une forme de sensibilité à l'égard des cris des animaux à l'échauddoir. Et ce risque-là, donc, on le retrouve parce qu'il y a une conception globale de la santé, il y a une conception environnementale de la santé, vous le dites bien, et même les maladies sont traitées entre humains et non-humains, plus ou moins à égalité, et quasiment dans les méthodes. L'inoculation, la vaccination sont des histoires qui vont en parallèle. Et ce biopouvoir-là, qui conjoint les animaux et les hommes, pour le dire vite, c'est des choses aussi qu'on avait oubliées, qu'on semble redécouvrir, notamment avec la crise actuelle. C'est-à-dire depuis déjà alors je ne connais pas exactement l'histoire du concept, mais le concept de One Health, l'idée qu'il faut traiter ensemble la santé des vivants en général, c'est sûr que c'était très présent fin XVIIIe siècle, pour la période que je connais un petit peu. La Société royale de médecine, qui est créée en 1776, elle s'occupe à la fois d'épizootie, donc des épidémies animales, et puis d'épidémies de la santé humaine. C'est sûr que c'est vraiment considéré ensemble. Et c'est normal, parce que dans ce paradigme environnemental, ce qui compte, c'est le lieu médical. Et ce lieu médical, il peut être néfaste, il va produire une dégénérescence, à la fois sur les humains et sur les animaux. Et ça, on voit très bien, par exemple, chez Buffon. Pour Buffon, l'Amérique, le continent américain, dans son ensemble presque, a un climat qui est trop humide, qui est délétère, et tout dégénère, à la fois les bêtes et les humains. Donc c'est sûr que dans ce cadre où le climat est une notion médicale, la notion de One Health, elle est naturelle, elle est quasiment par construction, quoi. Et d'ailleurs, il faut tout de suite ajouter que l'idée de modifier le climat est a priori positive, puisqu'on elle est positive, c'est-à-dire qu'il s'agit d'améliorer, notamment dans la conquête de nouveaux territoires, puisqu'on évoque les Amériques. Et pour associer cette dimension d'une modification positive de l'homme, qui est effectivement maître et possesseur a priori de la nature, on est quand même dans un paradigme, le monde c'est une création, on est dans un paradigme créationniste, la théologie est encore très importante. Comment on fait avec ces deux contraintes d'un homme qui modifie une création, et on sait que la modification en général, par l'homme de la création divine, est une dégradation. Ici, comment on s'en arrange? Alors ça, c'est plutôt l'autre ouvrage que je viens de sortir avec Fabien Locher sur les révoltes du ciel, qui renseigne et qui documente un petit peu cette histoire. En gros, l'idée que l'homme améliore la création, elle est dominante dans les discours impérialistes depuis au moins le XVIe siècle, mais elle s'étiole à la fin du XVIIIe. Et Buffon, c'est un petit peu la fin de cette théorie-là. C'est à la fois l'acmé et la fin. Pourquoi ? Parce que, alors effectivement, la question du changement climatique, ça émerge chez les naturalistes espagnols, français et anglais sur la Nouvelle-Espagne, la Nouvelle-France et la Nouvelle-Angleterre, comme un discours impérial. C'est pour dire l'homme, le chrétien, le colon, améliore le climat. Donc c'est un argument d'abord très optimiste, c'est un argument de théologie naturelle impériale. C'est pour justifier, dans un cas de théologie, l'empire de Charles Quint, quoi. Ça commence comme ça. Ce discours-là devient de moins en moins audible à la fin du XVIIIe siècle. Ce n'est pas pour des grandes raisons, à mon avis, théologico-politiques, peut-être, mais en tout cas, on ne les a pas découvertes avec Fabien, parce que la théologie naturelle continue en fait au XIXe siècle. On ne peut pas du tout croire qu'elle s'interrompt soudainement avec la Révolution française. Donc la théologie naturelle ne disparaît pas, mais il y a des processus, des événements qui font qu'on reconceptualise cette question du changement climatique. Alors, ces événements, ils sont pluriels. Premièrement, c'est la question de la ressource en bois. C'est plus des questions en fait d'économie politique, quoi. Le bois
devient une ressource de plus en plus précieuse à la fin du XVIIIe siècle. Et c'est sûr que dire que couper les forêts, ça peut introduire des dérèglements climatiques à l'échelle globale, parce qu'on parle de phénomènes absolument gigantesques, c'est un argument de défense des forêts. Le deuxième facteur, et il est particulier à la France, c'est la Révolution française. Au moment de la Révolution, le problème qui se pose, c'est la liberté des paysans. C'est ça la question fondamentale. C'est comment on gouverne un peuple de paysans libres. Comment on passe du privilège au commun. Exactement. Comment, quand on supprime les privilèges, en fait, on supprime tout plein de petits monopoles sur l'environnement, que ce soit sur les rivières, sur les poissons, sur les pigeons, sur les garennes, etc., et sur les forêts. Et les paysans en 1789 comprennent la liberté comme le droit de récupérer des communs forestiers dont ils avaient été expropriés au moment de ce qu'on appelait la réaction féodale des années 1760. Et donc c'est la catastrophe à Paris. Les Parisiens révolutionnaires, les révolutionnaires parisiens sont très clairement dans le dogme de la propriété privée. Et en même temps, c'est compliqué de réguler, d'être derrière chaque paysan qui va faire son bois en forêt. Donc la seule solution, c'est de produire un discours. Et on voit très bien comment le discours du changement climatique, comme quelque chose de catastrophique, comme une atteinte à l'ordre naturel d'ailleurs, Dieu est toujours très présent dans cette affaire, comment ce discours-là devient important dans des écrits à destination populaire, des écrits semi-savants à destination populaire, dans une presse destinée aux campagnes qui explique que attenter au bois, c'est en fait transformer le climat et donc c'est attenter à ses propres récoltes. Donc c'est vraiment ces phénomènes, plus à mon avis circonstanciels, qui font qu'on passe d'un optimisme impérial à un catastrophisme post-révolutionnaire. Et d'ailleurs, c'est une histoire qui est assez française, la preuve de cela. Dans les autres pays, on n'a pas cette même trajectoire. En Angleterre, la question du changement climatique, grosso modo, on s'en fiche un peu. C'est pas fondamental. Aux États-Unis, on reste encore dans l'optimisme de l'amélioration du climat d'un nouveau continent par un peuple protestant, chrétien, blanc, industrieux, etc. Donc voilà, c'est plus des petites circonstances qu'une grande transformation idéologique, à mon avis. Et là, au même moment, on a une bonne déforestation et un mauvais déboisement, c'est-à-dire que si les Amériques sont froides et remplies de miasmes ou de maladies, c'est parce qu'il y a trop d'arbres. Et alors qu'en Europe, au même moment, il faut au contraire soit arrêter de déboiser, donc passer, on pourrait en parler, passer à d'autres types d'énergie ou de ressources énergétiques, ou alors de mettre en place des politiques de reboisement ou de sanctuarisation. Dans les années 1820-1830, il y a un clair décalage entre ce qui se passe aux États-Unis et ce qui se passe en Europe, effectivement, où il y a vraiment une valorisation très différente de la forêt comme instrument climatique, quoi. Mais ces débats sur le changement climatique, ce qui est assez frappant, c'est de voir à quel point, déjà, ils sont pensés en termes globaux. La théologie naturelle pense la Terre comme une création, comme vous le disiez, une création parfaite, et dans cette création, il y a des grands flux de matière, en particulier un flux aquatique, un flux d'eau qui passe par l'atmosphère. Et les arbres sont considérés comme un des moteurs, si vous voulez, de ce grand cycle naturel. Et c'est un paradigme qui est vraiment très puissant parce que ça explique beaucoup de choses en fait. Ça explique les pluies, ça explique l'érosion. Les montagnes sont par exemple perçues comme la pointe de l'alambic de cette grande machine qu'est la Terre. Et donc les montagnes condensent les vapeurs d'eau qui circulent dans l'atmosphère. Cette eau ensuite ravine les pentes, crée la fertilité des plaines, etc. Donc il y a vraiment une pensée de la Terre comme système. Comme un être organique. Alors, il y a différentes métaphores. À vrai dire, on peut dire machine, on peut dire alambic, vous voyez, c'est plutôt machinique. Il y a clairement l'être vivant aussi, un peu la Lovelock. Est-ce que la Terre, c'est un gros animal? Ça, c'est une grande question qui intéresse les scientifiques et les philosophes. Alors, les littérateurs aussi, beaucoup, à partir depuis le XVIe siècle en vérité, mais qui est très présente encore au XVIIIe et au début du XIXe siècle. Faire de la Terre, du système Terre, un être vivant, c'est des choses qui sont encore une fois pas tout à fait récentes et qui existaient. J'ai même l'impression qu'il y a une orientation très précise d'un très grand nombre d'idées très très riches du XVIe justement au XIXe siècle. Alors sur la théorie de la Terre vivante, on peut dire que c'est une théorie qui remonte à l'Antiquité, mais qui ne nous abandonne jamais. C'est-à-dire que contrairement il y a un livre très important de Caroline Merchant qui s'appelle « The Death of Nature », la mort de la nature, qui va être traduit, je crois, en français bientôt. Il y avait cette idée que la révolution scientifique casse cette cosmologie organique
avec la fin de l'aristotélisme, la matière devient inerte, devient une simple soumise à des lois mécaniques. Ça n'empêche pas que dans la cosmologie européenne, depuis Kepler au moins, la métaphore de la Terre animale, être vivant, est omniprésente. Alors, il y a cette métaphore-là, mais ça peut donner aussi des travaux scientifiques hyper sérieux. C'est-à-dire qu'au milieu du XIXe siècle, armé de la nouvelle chimie, de la chimie analytique de Lavoisier, des savants en Angleterre, en France, mais surtout en France, se mettent à étudier très sérieusement les cycles de matière, les cycles de la matière organique, les flux de phosphore, d'azote, les flux d'eau et les flux de carbone. Et c'est au milieu du XIXe siècle que le cycle du carbone, les grandes bases, elles sont déjà posées là. Hein. Le cycle géologique du carbone, le fait que l'essentiel du carbone se trouve en fait dans les roches ou dissous par les océans. Ça, ce genre de réflexions qui sont absolument fondamentales pour la question du changement climatique actuel, en fait, c'est une science très ancienne. Montrer l'ancienneté des savoirs, c'est pas du tout les relativiser. Parce qu'on pourrait nous dire, voilà, vous montrez que c'est des théories fumeuses, mais en fait, pas du tout, non. C'est-à-dire, plus les savoirs sont anciens, plus ils ont eu le temps d'être discutés, contestés, validés, en fait. Donc ça renforce, au contraire, à mon avis, la solidité scientifique du constat du changement climatique, quoi. Qui, bien heureusement, dépend d'autres savoirs que ceux dont je vous parle maintenant, mais en tout cas qui s'ancre dans une trajectoire plus ancienne. Et je suppose qu'un certain nombre de ces discours, de ces recherches sur la matière, les matériaux, la chimie, convergent avec les questions énergétiques. On parlait du bois, je sais que maintenant c'est véritablement des questions qui vous occupent. Encore une fois, à travers une notion de la seconde moitié du XXe siècle, qui est celle de la transition énergétique, et vous remettez, d'abord vous redonnez les éléments du débat des années 70-80 pour dire pourquoi on a utilisé politiquement l'idée de transition énergétique, et puis pour dire que ça colporte en quelque sorte un récit erroné du passé sur un futur qui est lui-même incertain. Donc il y a de nouveau cette tension que je trouve très intéressante entre la mise en crise ou la mise en critique de choses qui nous semblent naturelles dans le langage commun et une histoire à réévaluer. La notion de transition énergétique, pour le coup, elle est très récente. Et c'est une notion hyper hétérodoxe, en fait. Quand elle émerge, c'est quelque chose de très, très, très bizarre. Elle commence à se construire après la Seconde Guerre mondiale dans la propagande à la fois pro-atome de l'Atomic Energy Commission aux États-Unis et néo-malthusienne. Et pour penser vraiment une transition, il faut à la fois que le charbon ou le pétrole disparaisse, s'épuise et que ça soit remplacé par l'atome. Ça vient de là au fond. Et c'est une vision mais complètement aberrante pour tous les économistes de cette époque. La plupart des économistes américains des années 50 sont très sceptiques sur le futur du nucléaire, en disant que ça coûte horriblement cher, c'est pas compétitif, il y a des rapports qui s'empilent les uns après les autres pour dire que le nucléaire n'est pas du tout une bonne option économique. Bon. Et malgré tout, ça va être cette notion qui va s'imposer dans le vocabulaire courant. C'est lié très clairement à la notion de crise énergétique qui est elle-même le fruit, à vrai dire, du lobby de l'AEC, de l'Atomic Energy Commission dès 68-69. Et puis après le choc pétrolier de 73, la notion de transition explose et chacun a sa transition énergétique. C'est-à-dire les atomistes continuent avec cette idée qu'on va mettre des centrales nucléaires partout. Et puis il y a les écolos qui proposent du solaire, de l'éolien, etc. Ce que Amory Lovins va appeler les soft energy paths, les chemins énergétiques doux. Mais tout en reprenant exactement la même vision d'un monde matériel très malléable et d'un passé où il y aurait eu des transitions. Et ce passé d'un système énergétique qui évoluerait, où on serait passé du bois au charbon, puis du charbon au pétrole, qui n'a évidemment aucun fondement empirique. C'est-à-dire quand ça commence à s'ancrer dans les discours d'experts dans les années 70, en l'occurrence la consommation énergétique du bois aux États-Unis est en train d'exploser. Tout simplement parce que comme le pétrole coûte plus cher, ça peut valoir le coup d'utiliser du bois. La consommation de charbon, elle est aussi en train d'augmenter très fortement. À partir de 1967, il y a une très forte croissance de la consommation de charbon aux États-Unis. Donc ça n'a aucun fond empirique et pour autant, ça se diffuse, c'est repris par tout le monde, c'est très consensuel au fond, et c'est surtout repris par l'industrie pétrolière. Oui, non seulement c'est un récit très linéaire que vous délinéarisez, du bois, du charbon, et en fait dans la séquence on met bizarrement l'électricité alors que c'est une énergie secondaire, elle est faite essentiellement par le charbon.
Ce que vous appelez une histoire en phase, qui est trop transitionnelle, vous proposez pour l'éviter l'idée de symbiose énergétique. Historiquement, le terme de transition s'est imposé dans l'histoire, dans l'écriture de l'histoire de l'énergie. Si vous prenez les grands ouvrages sur l'énergie, souvent il y a le mot transition soit dans le titre, soit dans les chapitres, soit dans le texte. Mais c'est une toute petite partie de l'histoire de l'énergie. On pourrait très bien raconter une autre histoire de l'énergie qui est centrée sur les symbioses, effectivement, tout simplement parce que, historiquement, plus on consomme de charbon au XIXe siècle, plus on consomme de bois aussi. Donc, le bois n'est pas remplacé par le charbon. Il est remplacé dans certains domaines assez limités, comme la sidérurgie en Angleterre au début du XIXe siècle, certes. Mais ça n'empêche pas que, si on prend par exemple la consommation de bois par les mines anglaises en 1913, rien que ça consomme plus de bois que tout ce que l'Angleterre brûlait au XVIIIe siècle. Donc même pour des usages énergétiques, le bois augmente en pleine révolution industrielle anglaise. Ne serait-ce qu'on oublie qu'on fait du charbon avec du bois. Exactement. Pour les forges, il faut des tonnes de bois pour faire quelques... Non, ça, il y a le charbon de bois, voilà. Mais là, ce dont je parle, c'est même pire que ça, c'est le boisage des mines, en fait. Des mines de houille, quoi. Donc rien que ça consomme plus de bois que tout ce qu'on brûle de bois au XVIIIe siècle. Les chemins de fer, on aurait dû les appeler des chemins de bois, ça consomme des quantités de bois absolument faramineuses, etc. Non, mais les exemples, on peut les multiplier à l'infini, et ça vaut pour tout, ça vaut aussi pour la relation entre charbon et pétrole. Le pétrole ne remplace évidemment pas le charbon. Le pétrole, ça sert à satisfaire un nouveau système technique, l'automobile, etc., l'aviation ensuite, mais ce système technique lui-même repose sur des quantités de charbon absolument faramineuses. Il faut refaire toutes les routes, il faut construire des voitures, il faut faire de l'acier, etc., et tout ça, ça consomme du charbon. Et ça vaut évidemment pour pétrole et bois, etc. Donc cette notion de symbiose énergétique, c'est simplement pour dire voilà, il y a d'autres façons de raconter l'histoire de l'énergie, et la manière dont on a raconté l'histoire de l'énergie hérite de la prospective énergétique, d'abord néo-malthusienne et atomiste, puis celle qui a cours pendant la décennie 70, qui est cruciale au moment de la crise énergétique. Et le problème, c'est qu'elle nous induit complètement en erreur face au changement climatique, avec cette idée que face au changement climatique, il suffit de faire une N+1 transition. Et l'indice que ça nous induit en erreur, c'est que c'est vraiment le discours qui est très prisé par les firmes pétrolières dès 78-79, quand le diagnostic du changement climatique commence à être vraiment confirmé très sérieusement aux États-Unis. On voit les industries pétrolières se jeter sur les travaux de prospective énergétique des années 70, qui ont fait un contexte très différent, qui est plutôt celui de la crise énergétique, où ils emploient ce terme de transition en disant bah oui, ça va forcément advenir puisqu'on ne va plus avoir de pétrole. Et à terme, on n'aura plus de charbon, donc il va bien falloir faire une transition. Ça fait 100 ans qu'on dit qu'il n'y a plus de pétrole dans 10 ans. Oui, c'est ça le problème, c'est aussi qu'on s'angoisse sur les limites en ressources, alors que la limite, elle est d'un autre domaine, elle est climatique, elle est en termes de système Terre, etc. Voilà, donc c'est vrai que c'est je trouve un objet intéressant parce que c'est pour ça qu'il me fascine, c'est on voit à quel point une culture historique a un rôle politique important, encore dans une forme de désinhibition. Et ça, je trouve que c'est intéressant parce qu'on voit aussi que c'est pas tant, à mon avis, le climato-scepticisme hard, les entreprises pétrolières qui disent non, il n'y a pas de changement climatique, c'est pas prouvé, etc. Il y a encore une controverse. Ça a pu jouer un rôle dans les années 90 aux États-Unis, mais c'est pas ça qui continue, à mon avis, à jouer un rôle maintenant. En Europe, le climato-scepticisme n'a jamais tant pris que ça, et ça n'empêche pas qu'on ne fait pas grand-chose, au fond, face au changement climatique, parce qu'on a encore cette perspective de faire une transition, qui est complètement naturalisée par l'histoire de l'énergie. Oui, alors, comme en histoire des techniques, on pourrait dire pas de transition, que des additions. Alors, en histoire des techniques... Ou des améliorations de techniques anciennes. Oui. Alors, mon argument est aussi très influencé par la lecture d'un ouvrage d'un collègue qui s'appelle David Edgerton, qui a écrit un livre important qui s'appelle The Shock of the Old, et qui insiste justement sur cette notion cumulative en termes techniques. Quoi de neuf en français ? Quoi de neuf en français, ça a été traduit en français. Les techniques anciennes perdurent en fait très fortement dans le monde technique actuel, et c'est encore plus vrai pour la matière. Pour les techniques, ça peut se discuter, il y a quand même des substitutions parfois, même si elles sont rarement complètes, etc. Mais pour la matière, c'est complètement faux. Il n'y a jamais une matière première qui est devenue obsolète dans l'histoire. Et ça, c'est dû à simplement la répartition terrestre, ou les niveaux, ou la différence entre campagne, ville, le niveau de développement social. Je suppose que ça joue. Le nucléaire, s'il est si peu utilisé à l'échelle générale, c'est pour des questions
de faisabilité. Si le bois est utilisé énormément dans certaines régions, c'est parce qu'il n'y a pas de pétrole ou il n'y a pas de gaz de schiste. C'est lié effectivement, il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect, les choses qui perdurent, en particulier dans les pays pauvres. Le bois reste un moyen de chauffage pour cuisiner pour pas loin de 2 milliards de personnes sur la planète, et c'est essentiellement dans les pays pauvres. Et c'est ces personnes-là qui souffrent le plus d'ailleurs de la pollution, parce que ça contamine l'air intérieur. Donc ça joue un rôle fondamental. Mais il y a aussi des phénomènes de réorientation d'usage. Les exploitants de bois, ils ne vont pas cesser de la laine sur le dos quand ils voient le charbon arriver. Donc ils vont trouver d'autres usages à leur bois. Ça va être, par exemple, de faire du charbon de bois, ce qui est une autre manière, ou faire du papier. Le papier, c'est intéressant comme technologie parce que ça permet d'utiliser beaucoup plus de bois. Des bois tout trop jeunes, mal fichus, de mauvaise qualité, on peut en faire de la pâte à papier. Donc il y a plein de phénomènes, des réorientations d'usage, et puis l'aspect symbiotique qui, à mon avis, reste fondamental. C'est-à-dire que les nouveaux dispositifs techniques ont aussi tendance à remobiliser d'une autre manière les vieilles matières et souvent à une échelle supérieure. Donc il y a plein de raisons qui font qu'effectivement les matières premières ne sont jamais obsolètes. Justement, la postface que vous donnez à l'édition de l'Apocalypse joyeuse, d'ailleurs on pourrait revenir sur cette espèce d'oxymore Apocalypse joyeuse, vous intitulez cette postface de l'histoire comme détecteur de fumée. Alors évidemment, en tant qu'historien, on fait des formules pour essayer, mais cette idée est intéressante et quand je l'ai lue, je me suis dit, en fait c'est les fumées que tous ces concepts dressent devant nous, ces écrans de fumée en quelque sorte, et c'est pas simplement pour donner l'alerte, l'histoire c'est pas une leçon, c'est pas une morale, mais en tout cas c'est quelque chose qui va aussi faire disparaître ces fumées, dissiper les fumées. Donc c'est un dissipateur. L'histoire est un discours critique très puissant, je crois. C'est-à-dire voir d'où viennent nos manières de penser, ça a toujours un aspect très libérateur, quoi. Donc ça peut paraître un peu ringard depuis qu'on critique la critique, mais ça me semble encore très très important. Et je trouve qu'en tant qu'historien, c'est quelque chose d'important d'amener dans l'espace public. Ce qui est fou, c'est que non seulement la conception positive, une santé, elle est due à en fait une mécompréhension. On est avant les microbes, donc on pense que c'est le climat, etc. Donc ça, c'est quand même intéressant. La bonne solution, elle est fondée sur un modèle obsolète. En gros, les experts économistes des années jusqu'aux années 60 encore, ils savent très bien ils ont une vision assez réaliste du monde matériel. C'est-à-dire que le fait que les matières premières ne soient jamais obsolètes, c'est dit quasiment comme ça par des forestiers des années 50 en fait. Donc c'est vraiment un point important, c'est-à-dire que c'est pas tant des experts qui n'auraient pas compris, c'est pas du tout ça l'histoire en général, c'est plutôt que certains experts deviennent plus importants, dominants à certains moments pour des raisons politiques. Mais sinon, je dirais que si vous prenez les travaux sur les matières premières, ils ont une vision très réaliste de ce que c'est faire une transition énergétique. Et par conséquent, quand arrive cette idée qu'il y a une limite, il y a une limitation au système Terre, que le bois en effet il est renouvelable, mais qu'il y a quand même une limite pour un certain nombre de matériaux? Alors, ça c'est la question du malthusianisme et du néo-malthusianisme, c'est une question qui a toujours accompagné l'industrialisation. En 1789, donc, à l'Assemblée nationale française, on se dit est-ce que c'est une si bonne idée de passer au charbon, sachant que le charbon c'est pas renouvelable et que les mines déjà on a l'impression qu'elles s'épuisent. Et c'est quelque chose qui est omniprésent, c'est-à-dire que vous avez des alertes néo-malthusiennes sur les ressources vraiment à chaque époque. Aux États-Unis, c'est quasiment un genre en soi en fait. Après la Première Guerre mondiale, il y a cette idée qu'on a consommé quasiment tout le pétrole pour la guerre et s'il y a une prochaine guerre, peut-être que les États-Unis n'auront plus de quoi faire tourner leur marine parce qu'il n'y a plus de pétrole. Après la Seconde Guerre mondiale, il y a il y a un historien qui s'appelle Liner qui a dit « The Return of Malthus ». Effectivement, il y a un retour sans arrêt, perpétuel de Malthus. Après la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis, évidemment dans les années 70, quand le cours du pétrole en 2008 a commencé à augmenter, on a remis cet argument sur le devant de la scène. Donc, et le problème, c'est que les limites ne sont pas du tout en termes de ressources. C'est vraiment en termes de ce que la biosphère peut encaisser, etc. Vous dites de consommation. La limite, c'est le vivant.
c'est les paramètres du système Terre, comme le climat, l'acidité des océans, etc. Ce n'est pas du tout les ressources. Donc c'est ça la difficulté, c'est qu'en fait, pendant 2 siècles, l'environnementalisme s'est focalisé sur l'idée que la Terre est limitée en termes de ressources, avec cette idée finalement de la Terre pas très généreuse, quoi, une vision pas très marâtre, exactement. Et maintenant, on est face à un problème qui est très très différent. C'est pour ça que moi j'ai toujours été assez sceptique sur la collapsologie qui a eu beaucoup de succès à partir de 2018, parce qu'en fait elle recycle une vision de l'effondrement qui vient de cette vision ressourciste de la crise environnementale. Alors qu'on est face à quelque chose qui est radicalement différent. Ce n'est pas du tout un effondrement des pays industriels qui est la menace, évidemment. C'est plutôt une augmentation des inégalités environnementales, le fait qu'on ait une violence lente qui s'exerce d'abord sur les populations du Sud, pauvres, et qui vient essentiellement des riches, des pays riches et puis des riches des pays pauvres maintenant. Donc c'est vraiment, on est face à des choses très différentes, plutôt une forme d'apartheid climatique qu'un risque d'effondrement. Oui, donc pour vous, la transition, elle n'est pas énergétique, elle est dans la consommation essentiellement. Alors si on veut commencer à imaginer pouvoir faire une transition énergétique, c'est-à-dire en fond changer la base énergétique de la société, la remplacer par une autre sans rien changer de la société, c'est sûr que ça ne marchera pas. Et ça dans le passé, ça ne s'est jamais passé comme ça, parce que ce qu'on doit faire n'a aucun précédent historique. Donc à la limite, un historien serait très mal placé pour vous dire ce qu'il faut faire. On ne sait pas. Et d'ailleurs, dès les années 70, il y en a qui disent, voilà, face au changement climatique, il n'y a aucune comparaison avec aucune trajectoire technologique, c'est du jamais vu ce qu'il faut faire. Changer entièrement le système énergétique en 20 ou 30 ans, dans 20 ou 30 ans. C'est un peu ça qu'ils annoncent qu'il faudrait faire, qu'on n'a pas du tout fait d'ailleurs. Et donc, oui, le premier truc à faire, c'est effectivement de réduire drastiquement les consommations. Ça, c'est sûr que ça n'empêche pas, c'est pas un argument technophobe. C'est-à-dire on peut très bien faire les deux à la fois. C'est sûr que c'est mieux d'avoir des panneaux photovoltaïques que des centrales thermiques quand il y a besoin de faire de l'électricité, ça fait aucun doute. Donc c'est pas un argument technophobe, mais c'est un argument qui remet en cause cette idée que voilà, on va simplement faire une troisième transition vers les renouvelables et tout va aller. Que c'est le changement d'énergie qui va trouver, voilà. Alors que c'est le mode de vie au fond. Exactement. Malheureusement. Malheureusement, il va falloir faire des efforts. Oui. Voilà. Merci Jean-Baptiste. Je vous en prie.